Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Quelles sont les 5 meilleures actions à acheter en date d'aujourd'hui? Entre parenthèses, qu'on dit à acheter, c'est à considérer en tant que potentiel investissement en date d'aujourd'hui. C'est une série de vidéos, bien un concept que j'avais commencé il y a très longtemps. J'ai décidé de l'arrêter pendant un certain temps. Donc, pour répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que je n'en ai pas fait depuis, parce que nous sommes au mois de juillet, presque c'est déjà le 7e mois de l'année. Et donc, vous constatez que c'est notre premier top 5 de l'année 2024. Donc, pourquoi est-ce que j'ai arrêté? Même si ça n'intéresse pas grand monde ici, je le dis littéralement, je le dis également, pour ceux qui ne sont pas intéressés, avancez rapidement ici. Vous allez savoir quelles sont les entreprises qu'on va mentionner. Tout simplement parce que je trouvais qu'on tournait un tout petit peu en rond, un peu comme les analyses quantitatives que je fais ici, mais comme vous l'avez remarqué, je vais commencer à faire des analyses quantitatives uniquement pour les entreprises que j'ai dans ma watchlist, parce que je fais essentiellement des vidéos pour moi-même avant tout, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises que je n'ai jamais mentionnées et ça commence à me déranger, d'accord? Donc maintenant, quitte à ne pas plaire à l'algorithme ou bien ne pas plaire à la masse ici, je fais des vidéos pas pour des vues, je fais des vidéos avant tout pour garder un certain historique, d'accord? Au moins pour avoir un peu pour remplir ma bibliothèque, d'accord? Au moins pour savoir que j'en ai parlé quantitativement et je pourrais revenir dessus. Ok, donc c'est essentiellement ce que j'essaye de faire ici aujourd'hui. Et donc pour les top 5 ici, je me suis dit quel est le type de concept qui pourrait me plaire et peut-être vous plaire. Me plaire dans le sens où j'aimerais qu'on apprenne un peu, j'aimerais ajouter des éléments un peu plus importants que juste citer les entreprises qui pourraient être intéressantes quantitativement. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce que j'ai trouvé, c'est ceci. Et vous me le direz en commentaire si c'est une bonne idée, d'accord? Si le concept vous plaît, à savoir, que de citer les 5 entreprises qui pourraient être intéressantes de manière générale, pourquoi ne pas aller par industrie, littéralement? On prend la peine d'étudier le secteur d'activité, à savoir en faisant une analyse sectorielle. Bien évidemment, l'analyse sectorielle, vous allez la retrouver uniquement dans le service Top Premium. Ensuite, faire des analyses quantitatives sur les entreprises intéressantes dans ce secteur d'activité-là ou bien qui méritent d'avoir une place dans notre watchlist. Et terminer ici par une analyse concurrentielle et un top 5. Quand je parle d'analyse concurrentielle, c'est essentiellement étudier les forces et les faiblesses dans ce secteur d'activité. Ça vous permettra de déterminer si l'entreprise que vous aurez choisi, d'accord, d'étudier en profondeur, et a un pricing power, d'accord? Et donc, enfin, quand on dit pricing power, a un avantage concurrentiel et le résultat de l'avantage concurrentiel, ici, c'est le pricing power. Et le premier niveau de pricing power, c'est au moins de pouvoir maintenir les marges, littéralement. Donc, aujourd'hui, je vais parler du secteur de l'aérospatiale et de la défense, dont le top 5 portera uniquement sur des entreprises de cette industrie-là. Uniquement. Vous pouvez voir ici qu'on on aura tendance ici à faire plusieurs top 5 justement parce qu'il y a plusieurs industries. Et là, c'est une bonne chose pour vous. Et pour ne pas vous laisser comme ça, afin que les vidéos, le top 5 ne devienne pas ennuyant, entre parenthèses, j'ai décidé de faire une analyse concurrentielle. Donc, je vais en profondeur en passant ici par les 5 forces de porteurs que je vous avais mentionné, une vidéo que j'ai mentionnée il y a quelques temps. Et comme je l'ai dit, pour moi, ce sont les vidéos les plus importantes. Je sais que parmi vous, les gens veulent savoir, oui, mais quelles sont les entreprises les plus intéressantes en date d'aujourd'hui? Ce n'est pas ça le plus intéressant. D'accord? C'est aller au-delà des chiffres qui est intéressant. Et étudier la concurrence, c'est ça qui est intéressant. Étudier le secteur d'activité, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui vous permet de tenir à long terme. Vous pouvez douter comme vous voulez, mais je suis sûr et certain que vous reviendrez à la même conclusion que moi. Vous pouvez toujours essayer. Donc, j'en ai parlé ici à la base où j'ai présenté le concept en question. Ensuite, avec les livres qui viennent avec pour vous aider à aller plus loin. Ensuite, je l'ai fait ici sur les entreprises, sur le secteur ici comment on appelle encore ça? Le secteur ici du transport aérien. D'accord? Un secteur d'ailleurs qui est en lien avec celui-ci, l'aérospatial. D'accord? Au niveau de l'aérospatiale, on parle ici des constructeurs d'avions comme Boeing, Airbus. Le secteur de la défense, ici, c'est essentiellement, vous allez voir, vous allez retrouver une partie de Thales, une partie ici des entités comme Lockheed Martin, ce genre de choses-là. Donc, j'ai présenté les 5 forces ici et j'ai également fait une vidéo sur les rates d'appartements, où également j'en avais parlé. Donc l'environnement concurrentiel, c'est également les 5 forces de porteurs. Et puis d'ailleurs ici,
je vais avoir tendance à modifier le titre ici devant vous parce que j'aime toujours modifier mes titres. En fait, c'est important que ça reflète à peu près ce que vous allez trouver à l'intérieur. Je n'aime pas les titres, entre parenthèses, putaclic, genre plus 200, plus 300 ou bien la chose que j'achète aujourd'hui, ou bien l'entreprise que j'achète en date d'aujourd'hui, tout simplement parce que derrière, quand il faut retrouver la vidéo ici, ce sont des vidéos qui, voilà, même si ça marche, parce que ça marche réellement, j'en ai fait dernièrement ici alors que c'était une note d'analyse. J'ai juste changé le titre, mais je n'aime pas ce titre-là parce que maintenant, quand je vais devoir rechercher la vidéo, comme dernièrement, je vais rechercher une vidéo sur la compagnie qu'on appelle Leggett & Platt. Je me suis retrouvé, je ne la retrouvais plus du tout. Pourtant, le titre de la vidéo, c'était plus 200%, je ne sais pas quoi. Donc, j'ai dû changer le titre ici. Donc, je mets ici 5 forces de porteur. 5 forces de porteur. OK. Donc, comme ça, quand je pourrais la retrouver en passant par mon outil de recherche. Donc, sans plus tarder, alors, quelle est l'appréciation que je peux faire ici de l'environnement concurrentiel de cette compagnie? Et je rappelle ici que selon les 5 forces de porteur, on étudie premièrement le degré. Quand je dis premièrement, il y en a 5, vous pouvez les utiliser, c'est pas classé par ordre, d'accord? Il y a le degré de rivalité avec les concurrents, le pouvoir de négociation des clients, c'est-à-dire on vend un produit, on vend à qui? Est-ce que ces clients-là peuvent avoir tendance à refuser les prix qu'on fixe? Ensuite, on a le pouvoir de négociation des fournisseurs. L'entreprise qui vend un produit, elle a bien des fournisseurs, n'est-ce pas, pour pouvoir produire, entre parenthèses, produire le produit, ou bien produire ici la marchandise finale, d'accord? Elle doit à peu près acheter de la matière première. Et donc, elle se fournit auprès de qui? De certaines autres entreprises. Donc, elle a des fournisseurs. Est-ce qu'elle a un pouvoir de négociation face à ses fournisseurs? Et le but pour le pouvoir de négociation face aux fournisseurs, c'est de pas encourager, mais c'est de mettre la pression sur le fournisseur pour baisser les prix. D'accord? Parce que le fournisseur, son but, c'est de gagner de l'argent. Et si le fournisseur a un pricing power, moi, en tant qu'entreprise ici, ça va être dangereux pour moi. OK? Surtout si le fournisseur est indispensable. Donc, il est important d'étudier le pouvoir de négociation des fournisseurs. Ensuite, la menace des produits de substitution. On vend certes, si je vends des bananes et qu'on me dit que c'est un fruit, d'accord? Et qu'on me dit ici que voilà, il y a quelqu'un d'autre qui vend des mangues, c'est un produit de substitution, même si les éléments en termes de nutrition, ce n'est pas la même chose, mais ça reste un fruit générique, d'accord? On va le dire comme ça. S'il n'y a pas de banane, ou bien si les bananes coûtent trop cher, on va acheter autre chose, d'accord? On va acheter autre chose. Pourtant, si c'est une connexion Internet dans une zone géographique où il n'y a pas d'autre opérateur, quand l'opérateur télécom ou bien votre opérateur ici, vos fournisseurs d'Internet augmentent les prix, vous n'avez pas le choix que de prendre ces prix-là ou bien vous n'aurez pas Internet du tout. Donc, il a un pricing power. Et, enfin, quand je dis qu'il a un pricing power, excusez-moi. Ça, on parlait ici de produits de substitution. Je m'en mêle. Donc, enfin, je m'embrouille un tout petit peu. Mais on revient ici. Donc, par rapport aux bananes, vous avez compris l'exemple ici entre les bananes et les mangues. Et si on prend l'exemple ici du produit de la fourniture ici d'Internet, d'accord? On peut vous fournir Internet ici en passant par la fibre optique. Et si, par exemple, vous avez Starlink dans la même zone, vous pouvez avoir une alternative. Si Starlink coûte moins cher que vos compagnies Internet, que que ce que fixe généralement ici la compagnie qui vous fournit ici Internet, vous allez peut-être réfléchir à une alternative. Mais sachez qu'il y a peut-être des avantages à avoir Starlink, peut-être au niveau du prix, mais des inconvénients au niveau du débit. Donc peut-être ici, ça va, dépendamment de votre utilité, ici, vous allez peut-être décider de rester avec vos fournisseurs ou bien de changer. Donc c'est une menace de produits de substitution. Il y a une alternative, d'accord? Vous pouvez avoir la fibre optique ou bien, je ne sais pas moi, passer par le satellite. Ensuite, vous avez les menaces, donc la menace des nouveaux entrants. Est-ce qu'il est facile de pénétrer ce marché-là? Un marché qui est facile à pénétrer, vous aurez généralement beaucoup de concurrents, et donc ce qui veut dire que vous aurez une pression généralement ici au niveau des prix, et il ne fait pas bon d'avoir un marché facile un marché où on peut entrer et sortir, enfin on peut entrer aussi facilement. Donc par exemple dans le secteur médical, c'est pas aussi facile d'y rentrer, d'accord? Donc il faut souvent aller également voir ça. Une fois que vous avez étudié les 5 forces de porteur, ça vous permet de mieux apprécier l'avantage concurrentiel que votre entreprise pourrait avoir ou pas du tout, en répondant juste à cette petite question-là. Et ici, je fais grosso modo, je prends l'exemple de l'industrie de manière générale. Ces questions-ci, d'accord,
toutes les entreprises qui vont aller dans ce secteur d'activité vont avoir tendance à avoir, les réponses que vous allez trouver seront à peu près les mêmes que j'ai ici. D'accord? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous ne retrouverez pas sur YouTube des vidéos pareilles, d'accord, où on rentre réellement en profondeur. On fait de l'analyse fondamentale ici. Les chiffres, c'est bien, mais ça ne nous permet pas d'aller très très loin. Ça nous permet de commencer, mais ça ne permet pas d'aller très très loin. Ce genre de questions, vous êtes obligé de les poser. Si vous voulez faire de l'analyse fondamentale, et si vous trouvez que c'est trop compliqué, achetez un ETF. Ici, on n'est pas là pour vous convaincre de faire du stock picking ou pas du tout. Non, moi, je parle uniquement de stock picking. C'est tout ce que je connais, c'est tout ce que je fais, d'accord? Je ne suis pas là pour savoir ETF ou machin truc. C'est ce que j'ai choisi, et j'ai choisi de le faire en faisant le travail nécessaire. Et si vous voulez le faire, sachez que ça demande de la méthode, ça demande du travail, de la méthode et de la patience. D'accord? Voilà. Donc, une fois que c'est dit, on va rentrer maintenant en profondeur un tout petit peu. Et ne vous inquiétez pas, pour ceux qui sont trop pressés, allez-y, regardez le top 5. De toute façon, ça sera le top 5 le plus rapide de l'histoire. Je vous donne juste la liste des entreprises. Point barre. Ça s'arrête là parce que les vidéos quantitatives existent déjà. Alors, panorama concurrentiel de l'industrie de l'aérospatiale et de la défense. Maintenant, si tu ne sais pas c'est quoi aérospatiale ou bien défense, donc on appelle évidemment ici le secteur de l'armement pour la défense ici, mais ça s'appelle secteur de la défense, ou bien on dit secteur d'activité, il y en a 11, mais vous allez souvent, je vais souvent appeler secteur ici, je vais souvent dire ici secteur d'activité, mais moi je comprends industrie, d'accord? Au moins on est d'accord avec ça. Donc, panorama concurrentiel de l'industrie de l'aérospatiale et de la défense. Donc, par rapport au degré de rivalité avec les concurrents, la concurrence dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense est considérée comme moyenne. Pourquoi? En raison du faible nombre d'entreprises concurrentes, généralement 2 ou 4 par rapport à des secteurs plus fragmentés. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de concurrents. Soit il y a deux concurrents, soit il y a 2 entreprises pour le même type d'activité ici, ou bien 4 entreprises. Donc, c'est assez concentré. Donc, ce qui permet ici de ne pas avoir une grosse concurrence sur les prix. Ensuite, cela permet à l'industrie de bénéficier d'une concurrence relativement moins intense au niveau des prix, selon moi. Donc, le segment des fabricants d'équipements d'origine, donc OEM, en anglais c'est OEM, Original Equipment Manufacturing, un truc comme ça. Donc, pour les entreprises spécialisées dans l'aérospatiale commerciale, donc les vendeurs d'avions, d'accord, les avions commerciaux, d'accord, type A320, etc. Ok, parce qu'il y a des avions régionaux, il y a des avions d'affaires, donc il y a plusieurs types d'avions aussi. Pour le segment des entreprises spécialisées dans l'aérospatiale commerciale, donc ces entreprises-là présentent, selon moi, une structure duopolistique à plusieurs niveaux. Boeing et Airbus dominant le marché mondial des avions commerciaux. D'accord? Le marché de la production de jets privés est plus fragmenté, mais aussi beaucoup moins lucratif que celui des avions commerciaux. On est toujours dans le secteur aérospatial de la défense. Donc, dans ce secteur-là, il y a plusieurs niches, d'accord? Si on parle d'aérospatial commercial ici, avec Boeing et Airbus, c'est un duopole. Si on rentre ici au niveau des jets privés, ou bien des business jets, ou bien ici des avions d'affaires, c'est un marché plus fragmenté, mais également moins lucratif que celui des avions commerciaux. Et donc ici, on pense aux entreprises comme, il me semble que Dassault Aviation a ce segment-là. Et je pense que le segment de Dassault Aviation qui rapporte le plus, c'est celui lié à la défense, littéralement. Ok, donc je ne sais pas comment ils appellent ce programme-là, pour les Mirages, je ne sais pas. Bref, je ne sais pas comment. Le Rafale, voilà. Ensuite, il est possible, de manière générale, qu'Embraer, la firme aérospatiale, la firme aérospatiale, je tourne cette vidéo à 2h15 du matin. C'est normal que je sois un tout petit peu... c'est normal que je sois un tout petit peu fatigué, on va le dire comme ça. Donc, la firme aérospatiale brésilienne qui produit principalement des avions d'affaires et des avions régionaux. Les avions régionaux sont des avions aux alentours de moins d'une centaine de places par là, en tout cas dans cette zone-là. Donc, entre sur le marché des avions commerciaux pour concurrencer Boeing et Airbus. C'est possible. Elle a les moyens de le faire. Elle a les capacités techniques de le faire. Mais il faudra probablement attendre une dizaine d'années avant qu'une nouvelle offre ne soit légitimement compétitive. Donc, on voit ici que pour le moment, au niveau ici du degré de rivalité ici des concurrents,
c'est vraiment moyen. On va se dire que c'est moyen. Tout dépend du segment. Tout dépend de la niche spécifique ici. OK? Donc, si on reste sur les avions commerciaux, ça va pour Boeing. D'accord? Si on reste sur les avions, les jets privés, etc., même si sur Boeing et Airbus, il y a des concurrents, certains déjà actifs comme Comac, certains potentiellement actifs, enfin, qui pourraient arriver sur le marché, mais qui vendent déjà premièrement en date d'aujourd'hui d'autres types d'avions, donc notamment comme Embraer. En tout cas, on a à peu près une idée générale de l'environnement concurrentiel, surtout pour le segment ici de l'aérospatial et le segment de l'aérospatial. Parce que pour le segment de la défense ici, c'est un peu plus particulier. Je pense qu'à ce niveau-là, ils sont tellement concentrés qu'il n'y a pas vraiment de concurrence ici, généralement. Et vous allez le comprendre ici avec les prochains éléments. OK? Donc, dans le secteur de la défense, il existe un plus grand nombre de concurrents importants, mais en général, seuls 2 ou 3 d'entre eux sont capables de rivaliser sur des contrats importants et spécifiques. Certes, les concurrents, c'est un peu plus nombreux que dans le secteur aérospatial, mais ici, les leaders ont généralement tendance ici à remporter les plus gros contrats, parce que ces contrats-là sont très spécifiques, tels que par exemple fournir des avions de chasse. Ce n'est pas au premier venu qu'on va donner ce type de contrat-là. Les hélicoptères sophistiqués, les missiles, les satellites ou les navires de guerre équipés d'armes nucléaires, vous comprenez donc que ce n'est pas une petite PME qu'on va proposer, qu'on va offrir ce type de contrat-là. D'accord? Et très souvent ici, enfin, on va y revenir, vous allez comprendre que le donneur d'ordre ici a des exigences très particulières et donc il ne veut pas avoir affaire avec des gens qui n'ont pas un historique. OK? Donc, en ce qui concerne le pouvoir de négociation des clients, les clients de l'aérospatiale commerciale sont globalement fragmentés. On aime ça. Par rapport à la structure duopolistique des fournisseurs. Donc, non seulement les fournisseurs sont très peu nombreux. Quand on dit fournisseurs d'avions, constructeurs d'avions, qui sont les clients? Ce sont les compagnies aériennes, les loueurs d'avions. Ils sont nombreux et fragmentés, alors que les fournisseurs sont peu nombreux. Ils n'ont pas le choix que d'aller sur A ou bien sur B, Airbus ou Boeing. Oh, ça tombe comme ça, A et B, c'est bien. Donc, ce qui confère aux quelques équipementiers aéronautiques un pouvoir de fixation des prix raisonnablement important. Toutefois, les équipementiers se livrent toujours à une forte concurrence sur les prix, offrant généralement aux compagnies aériennes des remises substantielles sur les volumes pour les inciter à acheter et pour verrouiller des contrats de service à long terme très intéressants. Comme je dis toujours ici, quand on vend un gros appareil, ce n'est pas vraiment l'appareil qui m'intéresse. Enfin, on fait de l'argent dessus, mais le plus tout c'est de faire de l'argent de manière récurrente. Et donc, c'est la maintenance qui est importante. La vente ici pas d'appareil de remplacement ici, mais généralement ici, imaginez qu'on a un problème avec un moteur d'avion. Ça peut être intéressant. D'accord? On peut également vendre des services de maintenance ou ce genre de choses-là. Alors, les équipementiers bénéficient également du fait que les compagnies aériennes sont fortement incitées à rester avec leurs fournisseurs historiques. Et donc, il faut vous dire que du point de vue compagnie aérienne, ce n'est pas aussi évident de changer de fournisseur. Hein. En termes, c'est pas évident. Vous allez vous dire ici quand même, ils peuvent aller chez Airbus ou bien sur Boeing. Non. Quand vous allez creuser un tout petit peu dans l'industrie, les compagnies aériennes sont parfois très réticentes à voler sur des types d'avions, à changer de fournisseur historique. Et très souvent, les entreprises en question volent sur Airbus et Boeing. Mais vous allez comprendre ici que le changement de modèle d'avion nécessite une nouvelle formation pour le personnel navigant et les équipes de maintenance. Donc, le temps. Les équipementiers ont également des carnets de commandes pluriannuels, ce qui signifie qu'il faut généralement plusieurs années avant de commencer à recevoir de nouveaux avions si une compagnie aérienne souhaite changer de fournisseur. Enfin, les équipementiers exigent des compagnies aériennes des paiements échelonnés au fur et à mesure de la construction des avions, paiements qui sont généralement perdus si une compagnie aérienne annule sa commande. D'accord? Imaginez que j'ai commandé en 2018 pour être livré en 2024, par exemple. Entre 2018 et 2024, j'ai eu à payer. Hein. Et disons qu'en 2022, je me rends compte que voilà, le marché est un peu difficile, etc. J'annule la commande. En fait, tout ce que j'ai payé précédemment, c'est non remboursable. OK? C'est non remboursable.
Donc, pour le secteur de la défense, là on parlait de l'aérospatiale, là on va parler en termes de pouvoir de négociation des clients. Okay, donc vous remarquez ici qui sont les clients du secteur aérospatial, comme je l'ai mentionné, compagnies aériennes, etc. Dans le secteur ici de la défense, okay, qui sont les clients? Le client avant tout, et quand je parle du secteur de la défense, c'est essentiellement la défense du point de vue américain, mais quand vous allez répercuter quand vous allez essayer d'étudier l'environnement concurrentiel d'une compagnie comme Thales, vous allez peut-être regarder ici au niveau du segment défense, vous allez peut-être poser la question, ou bien Dassault Aviation, vous allez peut-être vous demander ici, vous allez toujours vous demander qui est le donneur d'ordre, qui sont nos clients pour le segment défense. Ça peut être également les gouvernements européens, etc. Donc, vous pouvez l'analogie également pourrait fonctionner à ce niveau-là. Mais je me suis essentiellement basé ici du point de vue d'entreprises nord-américaines parce qu'essentiellement, dans ma watchlist, on a majoritairement ce type d'entreprise-là. OK? Donc, le ministère américain de la Défense est le principal client de l'industrie de la défense américaine. Sa taille importante et son statut de client unique limitant le pouvoir de négociation de cette industrie. Donc, quand l'armée américaine vient voir Lockheed Martin pour un projet particulier, ne vous inquiétez pas, en termes de négociation des prix, Lockheed Martin n'est pas en bonne position. D'accord? Les deux se tiennent. Peut-être que Lockheed Martin a la technologie et l'expertise et l'armée américaine a le cash. Et quand il paye rubis sur ongle sur plusieurs années. Donc, vous voyez ici qu'on a intérêt à faire affaire. Donc, toutes les parties doivent être satisfaites. Donc, le Pentagone a généralement le dernier mot en ce qui concerne l'attribution des contrats et le montant qu'une entreprise de défense peut gagner sur le capital investi. C'est l'occasion pour moi de m'arrêter quelques instants et de vous demander de liker la vidéo si vous l'appréciez jusqu'ici, de laisser un commentaire par rapport au concept actuel. Est-ce qu'il est intéressant ou pas du tout, d'accord? Ou également, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire. Parce qu'ici, on essaye de faire de l'analyse fondamentale de manière sérieuse, d'accord? Au-delà des chiffres. Même si je parle beaucoup de chiffres ici, mais les vidéos d'analyse quantitative, ça me prend 3 minutes, littéralement, ici, pour le faire. Et je suis certain qu'après que vous ayez à peu près appris à étudier un bilan comptable, apprécier un bilan comptable, ici, vous allez pouvoir avoir la capacité de le faire également rapidement. Mais faire de l'analyse fondamentale, c'est ça qui prend, au-delà des chiffres, c'est ça qui prend un tout petit peu plus de temps, mais c'est rémunérateur parce que ça vous permet d'être serein, surtout en période difficile. Et croyez-moi, les périodes difficiles, c'est tous les jours. Donc, la contraction des budgets de défense peut être un catalyseur négatif pour l'industrie. Donc, même si j'ai une entreprise ici dans le secteur de la défense, je dois surveiller ici les budgets du ministère de la Défense du donneur d'ordre. On va le dire comme ça. Si la compagnie est française, peut-être que son premier client ici, c'est l'armée française. Et si le ministère français de la Défense réduit son budget, etc., ça peut avoir un impact sur le programme. Donc, la contraction des budgets de défense peut être un catalyseur négatif pour l'industrie. Mais les contrats à long terme et les carnets de commandes pluriannuels des entreprises de défense contribuent à atténuer ce risque-là. Donc, on peut se dire ici que concernant ici le pouvoir de négociation des clients, il est moyen. D'accord? On va le dire comme ça, il est moyen. Ça dépend. Donc, par rapport au pouvoir de négociation des fournisseurs, parce que c'est bien, les avions, si on construit un avion ou bien un missile, on a besoin de concurrents. D'accord? Excusez-moi, on a besoin de fournisseurs. Et donc, nous, en tant qu'entreprise dans le secteur aérospatial et la défense, est-ce que généralement, on a un pricing, on a un avantage en termes de négociation sur nos fournisseurs? Les principaux constructeurs aéronautiques proposent 2 options de moteur pour certains de leurs nouveaux avions, tels que le 787 de Boeing et l'A320neo d'Airbus, réduisant ainsi leur dépendance vis-à-vis d'un seul fournisseur de moteurs. Mais vous avez compris ici qu'il n'y a pas 40 fournisseurs de moteurs. Soit vous allez prendre, comment on appelle ça, Rolls-Royce, soit Pratt & Whitney, soit l'alliance entre Safran et General Electric. Je pense qu'ils appellent CFM, un truc comme ça. Vous n'avez pas plusieurs choix. OK? Vous n'avez pas plusieurs choix. Donc, pour Airbus et Boeing, généralement, c'est 2 fournisseurs. Vous pouvez aller chercher quels sont ces fournisseurs. Et ces fournisseurs-là, vu qu'on vend un produit indispensable pour Airbus ou bien pour Boeing,
toutes les parties doivent être satisfaites. Non seulement parce que, un, Boeing ou Airbus est nos plus gros clients du point de vue fournisseur de moteurs. D'accord? Boeing est peut-être nos plus gros clients. Et du point de vue Boeing ici ou bien Airbus, je n'ai peut-être pas le choix d'acheter chez vous parce que vos moteurs sont fiables. C'est quand même un appareil sensible. D'accord? Donc la fiabilité est importante. Donc on doit à peu près s'entendre. Donc c'est également ici, généralement, on peut se dire que par rapport à la fourniture des moteurs d'avion, on va se dire ici que voilà, le pouvoir de négociation ici comment on appelle ça? Le pouvoir de négociation ici des fournisseurs, je ne dirais pas qu'il est moyen, mais on va dire qu'il est bas. Parce que les deux se tiennent. Et je pense même qu'avec un avantage pour les constructeurs aéronautiques. Donc, par ailleurs, la base des fournisseurs d'avionique, tout ce qui concerne les équipements électroniques à l'intérieur des avions ici, est moins concentré que le marché de la construction aéronautique, ce qui donne aux grands constructeurs aéronautiques, à savoir Boeing, Airbus, un plus grand pouvoir de négociation. Donc, sur ce type de produit-là, il y a beaucoup de fournisseurs et il y a souvent des alternatives. Mais encore une fois, ici, c'est la fiabilité qui est importante. OK? Donc, c'est vraiment au cas par cas. Mais en ce qui concerne le secteur de la défense, vu qu'on fabrique une ribambelle ici de produits différents, que ce soit des missiles, les hélicoptères, etc. Si on prend les hélicoptères, par exemple, ici, on a besoin de moteurs. Peut-être que on aura les mêmes fournisseurs ici de Boeing et Airbus vont encore intervenir. Mais rappelez-vous que à ce niveau-là, il y a peut-être que 3 ou 4 fabricants ici d'hélicoptères ou ce genre de choses-là. Donc, on peut se tenir entre nous. Donc, on va se dire ici que, globalement, par rapport au pouvoir de négociation des fournisseurs, il est bas. OK? En ce qui concerne les menaces des produits de substitution, donc, nous ne voyons aucune technologie à l'horizon qui pourrait supplanter les avions commerciaux en matière de transport de personnes et de marchandises sur des longues distances en peu de temps. En ce qui concerne le secteur de la défense, toute technologie disruptive et susceptible d'être développée au sein de l'industrie, étant donné que les nouveaux progrès sont généralement réalisés grâce à un financement public de la recherche et du développement qui passe par des entreprises de défense bien établies. Donc, ces entreprises ont une particularité, la recherche et le développement est financée essentiellement par les donneurs d'ordre. Si on parle ici spécifiquement ici de l'armée américaine, c'est le Pentagone. Si on va en France ici, le ministère de la Défense peut financer la recherche et le développement ici de Thales ou bien comment on appelle ça, de Dassault Aviation. OK? Donc, en ce qui concerne les menaces des nouveaux entrants, l'industrie de l'aérospatiale et de la défense présente des barrières élevées à l'entrée en raison de la réglementation, de l'intensité capitalistique et des longs délais de développement. La conception d'un nouvel avion commercial prend entre 8 à 10 ans avec des processus de certification très, très réglementés. Donc, le fait que Embraer puisse rentrer sur ce marché-là, ça ne sera pas pour demain la veille. Et ce n'est même pas sûr qu'en termes de certification, ça va aller très vite. Cela signifie qu'un nouvel entrant devrait absorber des années de pertes. Est-ce que vous avez déjà suivi l'histoire de Boeing, surtout le développement ici des avions commerciaux? Allez-y voir. Boeing était presque en faillite, littéralement. C'est souvent bien de regarder l'histoire à peu près des entreprises. C'est intéressant. On trouve beaucoup de choses. L'ADN même de l'entreprise, c'est une entreprise survivante. Donc, tout ce qui arrive présentement, il y a de grandes chances que Boeing s'en sorte. Donc, si vous voulez développer un nouvel avion, vous devez absorber des années de pertes avant de pouvoir générer des revenus pour la première fois dans ce secteur d'activité, que ce soit l'aérospatiale ou la défense, que ce soit même si c'est un missile ou un hélicoptère ou bien un sous-marin nucléaire, ça prend du temps. De plus, les nouveaux arrivants ne seraient probablement pas compétitifs en termes de prix, car les équipementiers en place les surclasseraient largement en raison des coûts inférieurs découlant de leur volume de production déjà considérable. D'accord? Ils sont déjà assez efficients. Leur chaîne d'approvisionnement ici est carrée. Donc, toi, en tant que nouveau, comment est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir? Certains y arrivent, mais c'est difficile. Extrêmement difficile. Donc, les barrières à l'entrée sont
élevées. Donc, si les barrières à l'entrée sont élevées, ça nous permet ici d'avoir à peu près barrière à l'entrée élevée, menace pour les nouveaux entrants ici. La menace est très basse, d'accord? Donc, c'est-à-dire que ça serait difficile que quelqu'un perce ce marché-là en venant de nul, avec aucun historique. D'accord? Et donc, on a peut-être ici un potentiel en termes de protection des marges. OK? Donc, ici, on a vu la menace des nouveaux entrants, vous avez l'information. La menace des produits de substitution, vous avez l'information. Le pouvoir de négociation des fournisseurs, vous avez l'information. Le pouvoir de négociation des clients, vous avez l'information. Le degré de rivalité avec les concurrents, vous avez l'information. Et maintenant, quand tu vas étudier Thales, pose-toi ce type de questions-là. Tu as déjà un début de réponse, mais maintenant, pour Thales spécifiquement, essaye de trouver des réponses qui pourraient s'appliquer uniquement à cette compagnie-là. Tu as déjà des éléments de réponse ici, donc ça sera plus facile pour toi de commencer à étudier Thales en profondeur, au-delà des chiffres. Et tu verras par exemple que, en termes de... Si tu découvres que l'entreprise est quantitativement sous-évaluée et que l'analyse qualitative te plaît également, ça sera plus facile pour toi de détenir du Thales à long terme ou bien d'en acheter plus quand on t'annonce la fin du monde. OK? Donc, 31 minutes sans annoncer le top 5, vous allez commencer à vous dire, enfin certains ont sans doute avancé ici, vous allez commencer à vous dire ici que mais qu'est-ce qu'on fout là? Pour moi, c'était la partie la plus importante. Maintenant, on va passer au top 5. Ça va aller très rapidement. Dassault Aviation, Thales, CAE, Safran, Textron. Voilà les entreprises qui pourraient être intéressantes au prix actuel. Ensuite, vous pouvez rajouter du BAE System, Lockheed Martin, d'accord? Et ce qui est drôle, c'est que Zone Bourse a publié une vidéo a fait un article sur Howmet Aerospace. Allez lire l'article. J'en ai parlé, j'ai fait une vidéo il y a peut-être le 9 du mois de juillet ou bien le 8 du mois de juillet. C'est drôle, ils ont fait quelques temps après, ils ont fait un article dessus. Je ne dis pas qu'ils ont vu ma vidéo, non, pas du tout. Mais l'article en question vous donne à peu près une idée générale du business de Howmet Aerospace. Chose que je n'ai pas fait dans ma note d'analyse, dans mon analyse quantitative, volontairement. D'accord, comme je l'ai mentionné ici, parce que si une entreprise vous intéresse quantitativement, vous allez plonger. Parce qu'ici, je vous force déjà à faire cet exercice-là. D'accord? Ici, on est là pour faire le travail nécessaire. D'accord? Donc, ne venez pas vous asseoir là en pensant qu'on va tout faire pour vous. Je vous donne des éléments de réponse et vous devez douter de tout. Gardez votre esprit critique, comme je l'ai toujours dit. Maintenant, vous avez d'autres entreprises comme L3 Harris ou bien Northrop ici. Comme je l'ai dit, quand une entreprise, c'est parce qu'elle s'est négociée à des niveaux de PER très bas. Et en supplément de ça ici, ce sont des entreprises qui se négocient jamais à 15 fois les bénéfices, on rachète les actions, etc. Mais si on prend ça, dans notre top 5 ici, je prendrai uniquement ces 5 quantitativement, enfin parce que sur la watchlist ici, si vous avez accès à la watchlist, vous allez voir ici que quand je viens sur le secteur de l'aérospatiale et la défense, voilà des entreprises qui pourraient être intéressantes au prix actuel. OK? Donc, vous avez 3 entreprises françaises, une canadienne, une américaine. OK? Donc, je mettrai ici PEA, CTO. D'accord? Maintenant, est-ce que ça veut dire que j'achète aujourd'hui, l'entreprise va absolument atteindre ce prix-là, etc. Il y a beaucoup d'autres questions à poser au-delà des chiffres. D'accord? Donc, quand tu as accès à cette à la watchlist, tu as directement l'information par rapport à l'entreprise qui pourrait être sous-évaluée en date d'aujourd'hui et ça te permet ici de pouvoir engager ici une recherche approfondie. Et donc, ton top 5, il est déjà là, il est visible. Donc, l'exercice qu'on vient de faire ici par rapport au top 5, il est terminé parce qu'on a déjà, les vidéos quantitatives existent. Donc, vous pouvez avoir accès à la watchlist en passant par le lien en description de la vidéo. Vous avez 4 niveaux. Les notes d'analyse sectorielle. Vu que j'ai parlé du secteur de la défense ici, je suis allé en profondeur dans ce secteur-là. Donc, je peux parler de ce secteur au-delà des chiffres. Et j'ai partagé une note d'analyse sectorielle ici. L'environnement concurrentiel, vous l'avez ici gratuitement. Ça vous permet de commencer à poser des questions au-delà des chiffres, surtout pour étudier l'avantage concurrentiel de telle ou telle entreprise dans ce secteur d'activité. D'accord ? Vous avez les notes d'analyse et notes de suivi pour les entreprises qui me semblent intéressantes, etc. Ça, c'est à ce niveau-ci. Donc, dépendamment du niveau que vous allez avoir tendance à choisir ici, vous avez accès à la watchlist. Si vous voulez la watchlist uniquement, c'est ça. Watchlist plus la possibilité de me demander de faire des analyses quantitatives sur telle ou telle entreprise, c'est ici. Les notes d'analyse sur une entreprise qui, moi, me plaisent, avec un suivi également derrière, c'est à ce niveau. Si vous voulez l'analyse sectorielle, on passe à ce niveau. OK? Tout dépend de vous. Tout est en description de la vidéo. Vous avez 50% de réduction jusqu'à la fin du mois de juillet.
D'accord? Et pour les plus anciens, vous allez voir qu'il y a une certaine différence en date d'aujourd'hui. Dans tous les cas de figure, je vous laisse aller voir ça en commentaire, en description de la vidéo. Et n'oubliez pas, je vous ai posé une question en début de vidéo. Est-ce que ce concept de top 5 avec étude de l'environnement concurrentiel est intéressant? Si ce n'est pas intéressant, je reviendrai faire un top 5 qui ne va même pas durer 3 minutes. Parce qu'on a déjà fait les analyses quantitatives de ces différentes entités-là. OK? Et comme je l'ai mentionné ici, après, si vous avez accès à la watchlist, vous n'allez jamais me demander de faire des top 5. Littéralement. Peut-être faire des analyses concurrentielles, peut-être. À ce niveau-là, ça sera peut-être plus intéressant. En tout cas, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous pouvez également réserver un appel pour ceux qui veulent monter en compétences dans leur processus d'apprentissage en matière de stock picking. Chez nous, dans l'accélérateur, ici, je mentionne toujours une chose, c'est un programme d'accompagnement qui est essentiellement pratico-pratique. On n'est pas là pour regarder des vidéos de 3 heures de temps, on pratique dès la première semaine. D'accord ? Une semaine de notes de cours, une semaine de pratique sur le sujet en particulier. On étudie les secteurs, différentes entreprises dans les différents secteurs d'activité. OK? Donc, c'est pratico-pratique. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez réserver un appel en description de la vidéo uniquement. Donc, j'ai trop parlé aujourd'hui. 35 minutes de vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.